congrès du Parti communiste chinois qui vient de s'achever consacre l'arrivée d'une nouvelle génération de dirigeants à Pékin. On peut sans doute contester le caractère socialiste de l'économie chinoise, on peut contester le caractère communiste du parti, mais on ne peut pas contester que le Parti communiste chinois a pris place dans les grandes dynasties qui ont unifié la Chine depuis l'aube des temps historiques. Il s'agit en effet d'un dynaste collectif, au sens où l'entendait par exemple Jean Thiriard, d'un parti historique qui a fait d'une nation divisée, colonisée. On a oublié le temps où les armées occidentales occupaient Shanghai, Pékin, Nankin. On a oublié le temps où le Japon, par exemple, occupait toute la Chine du Nord et la Mandchourie. Certains voient dans cette Chine du XXIe siècle la future grande superpuissance destinée à remplacer les États-Unis. D'autres, aux États-Unis même, prédisent absolument pas ce destin à la Chine. Ainsi, George Friedman, le grand géopolitologue américain, le directeur de l'agence Stratford, dans son livre « Les 100 prochaines années à venir », prédit dans moins de 30 ans l'explosion de la Chine et une nouvelle vague de néocolonialisme, notamment une puissance japonaise reconstruite, reprenant le contrôle des deux Corées, de la Mandchourie et de la Chine du Nord. La Chine a des atouts, une économie dynamique, une population industrieuse, une grande civilisation. Elle a aussi, on l'oublie trop souvent en Europe par exemple, de grandes lacunes. Elle a tout d'abord d'immenses problèmes de minorités ethniques. Les Chinois ethniques, les Han, constituent en effet à peine la moitié de la population. En nord, près des frontières de la Mongolie et de la Russie, près du Tibet, existent d'importantes populations musulmanes qui pourront être instrumentalisées comme elles le sont par exemple contre la Russie dans le Caucase. La Chine a aussi une économie qui a pour principal débouché des économies malades, l'Europe mais surtout les États-Unis. Ceux qui voient une grande compétition géopolitique entre les États-Unis et la Chine oublient d'ailleurs principalement ce problème, c'est que le principal créancier actuel des États-Unis c'est la Chine et que la Chine a tout à perdre à la fois dans un effondrement de l'économie américaine mais aussi dans une confrontation directe. Pour le moment, la Chine est entre deux chaises, à la fois au niveau politique. Le congrès du Parti communiste chinois a vu en effet s'opposer deux lignes. Une ligne réformiste qu'on peut un peu comparer aux libéraux russes et une ligne plus populiste ou nationaliste. Le congrès a vu aussi, avant même son déroulement, l'élimination de ceux qu'on appelle les néo-maoïstes avec Bo Xilai, l'ex-cadre aujourd'hui poursuivi en justice. La Chine a d'autres problèmes. Elle se tient aussi entre deux chaises au niveau géopolitique. D'une part, en Eurasie, elle participe à toutes les opérations russes de containment des USA et de l'OTAN, par exemple avec l'organisation du traité de sécurité collective ou le groupe de Shanghai. Elle soutient fermement la position russe sur la Syrie, par exemple. Elle participe aussi à d'autres grandes opérations de containment de l'influence américaine en Eurasie. Mais à côté de cela, évidemment, la Chine, avec ses liens économiques avec les États-Unis, est contrainte dans ce domaine à un grand écart, à un pas de côté permanent. Quel sera l'avenir de la Chine? Sera-t-il celui qu'annonce George Friedman, c'est-à-dire une Chine à nouveau désunie, ou sera-t-elle l'avenir de la grande superpuissance du XXIe siècle? De ceci va dépendre également ce que deviendra l'Eurasie. Une Eurasie forte, unifiée par exemple par la réunification de la Russie et de l'Union européenne, obligera la Chine à choisir, soit définitivement à se tourner vers une politique eurasiatique et anti-américaine, soit, et ce sera l'autre alternative, à se détourner du bloc Europe-Russie pour rechercher précisément l'alternative américaine. Lorsqu'au milieu des années 80, nous animions avec Jean Thiriard à l'école euro-soviétique, nous insistions particulièrement sur cela. C'est que, entre la grande Europe et la Chine,
il n'y a pas de rivalité et que toute guerre serait suicidaire. Les intérêts sont d'ailleurs compatibles. La Chine, chaque fois qu'elle a été une grande puissance, n'a jamais été tentée vers une expansion précisément vers les frontières de Russie ou de Sibérie. La Chine s'est toujours répandue, s'est toujours engagée dans une politique vers le Pacifique, vers l'Indochine, vers l'Indonésie, notamment à l'époque où les grandes flottes chinoises dominaient le Pacifique. Tel est l'avenir de la Chine, telle est la façon dont il se dessine au regard de son histoire.